Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Bonsoir et bienvenue dans Médiasphère où je reçois le docteur Laurent Alexandre pour discuter de l'avancée de l'intelligence artificielle et de ses conséquences sur l'être humain. Nous pourrions devenir avant la fin du siècle une sorte de dieu immortel, c'est du moins la thèse que vous défendez dans votre dernier ouvrage paru chez JC Lattès. ChatGPT va nous rendre immortels. Alors je précise pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant de tout que ChatGPT c'est une intelligence artificielle qui génère du contenu écrit et est capable de dialoguer avec nous. On peut lui faire toutes sortes de demandes. Alors ce qui est drôle avec vous et avec votre trajectoire qui épouse celle de l'avancée de l'intelligence artificielle, c'est qu'en 2011 vous avez publié un essai sur la mort de la mort. On vous prenait un peu pour un fou, en tout cas après on vous a un peu plus invité sur les plateaux télé à partir de 2017 et la guerre des intelligences, mais on vous regardait toujours un peu comme une bête de foire. C'était presque, ou alors on vous prenait pas au sérieux, ou alors est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou est-ce que vous avez la sensation que les choses ont changé, que maintenant vous êtes davantage pris au sérieux? Les réflexions qui naissent dans la Silicon Valley, notamment à l'initiative des milliardaires de l'intelligence artificielle, sont assez mal connues par l'opinion publique en Europe et en particulier en France. Peu de vos auditeurs savent que plusieurs des milliardaires de l'intelligence artificielle dépensent des sommes folles pour tuer la mort, pour euthanasier la mort, pour nous rendre immortels, et investissent dans des sociétés qui ont pour objectif d'augmenter... Oui, on parle quasiment de 5 des 10 plus grands milliardaires. Exactement. Une majorité des 10 plus grandes fortunes mondiales consacrent beaucoup d'argent à la immortalité, à faire reculer la mort. Mais aujourd'hui, le fait nouveau, c'est que comme l'intelligence artificielle progresse extrêmement vite, il y a une partie de la Silicon Valley qui pense que, en réalité, le problème n'est pas d'avoir une immortalité biologique, c'est-à-dire d'empêcher la mort biologique de nos corps, mais c'est de devenir immortel en fusionnant avec les ordinateurs. C'est notamment cette idée qui anime plusieurs des dirigeants fondateurs de Google, et notamment Larry Page, qui est le cofondateur et copropriétaire de Google, qui s'est d'ailleurs fâché avec Elon Musk à ce sujet. Ils ont beaucoup discuté tous les deux. Ils ne se parlent plus parce que Elon Musk considère que Larry Page veut que l'intelligence artificielle soit notre successeur, alors que lui, Elon Musk, veut que l'intelligence artificielle reste un outil, un domestique. C'est la raison pour laquelle il a créé une société, Neuralink, destinée à mettre des ordinateurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs avec l'intelligence artificielle, avec l'idée que pour éviter que l'intelligence artificielle ne nous détruise, il faut que nous nous hybridions avec elle en mettant de l'intelligence artificielle dans le cerveau de nos enfants grâce aux prothèses Neuralink. Et alors on va justement commencer avec la médecine. Alors c'est-à-dire que dans un premier temps, tant qu'on est encore au stade transhumaniste, c'est-à-dire augmenter l'homme, la médecine, par exemple, pourrait aider l'homme grâce à des nanotechnologies, c'est-à-dire à un stade extrêmement petit, microscopique, pour réparer directement, quasiment au stade de la cellule. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà, qui pourrait arriver très vite, être très efficace, et par exemple supprimer le cancer ou ce genre de choses. La Silicon Valley espère utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la médecine, grâce aux nanotechnologies, effectivement, grâce aux sciences du cerveau, pour augmenter notre cerveau, pour éviter que nos neurones deviennent malades, ce qui arrive par exemple dans les maladies dégénératives, dans la maladie d'Alzheimer et dans les autres démences. Ce que l'on voit, c'est que la médecine aujourd'hui, elle a de plus en plus de données, et que ça dépasse assez souvent les capacités d'absorption du médecin. J'expliquais récemment dans le Figaro, et d'ailleurs j'en reparle dans le livre, je connais à peu près 1/1000e du savoir médical. 1/1000e. Pas 1%, pas 1/1000e. 1/1000e. Donc c'est vrai que au moment où nous, médecins, nous ne connaissons qu'une toute petite partie du savoir médical parce qu'il croît trop vite, l'aide de l'intelligence artificielle va nous être indispensable si nous voulons soigner correctement nos malades. Alors après, on peut aussi envisager d'aller carrément beaucoup plus loin que de nous faire vivre plus longtemps, et aussi carrément de nous faire ressusciter. Alors vous citez dans votre livre une expérience intéressante sur des porcs.
où on arrive à un peu, plus ou moins, faire refonctionner leur cerveau. Vous pensez que... Alors, on parlait des milliardaires, il y a beaucoup de milliardaires qui veulent faire congeler leur cerveau. Plusieurs des milliardaires de l'IA ont passé des contrats avec les sociétés de cryogénie pour être, s'ils meurent avant la mort de la mort biologique, pour être cryogénisés de manière à être réveillés le jour où la médecine aura effectivement beaucoup fait reculer la mort ou tuer la mort. Mais une partie des milliardaires de la Silicon Valley pensent rapidement télécharger leur cerveau dans des ordinateurs. Le fondateur, le créateur de ChatGPT, Sam Altman, a passé un contrat avec la société Nectome, qui a pour objectif de transférer le contenu de notre cerveau dans des ordinateurs. Et il a déclaré à la revue du MIT, la MIT Review, je suis convaincu que mon cerveau va être transféré dans le cloud computing, c'est-à-dire dans l'informatique du cloud computing, comme Amazon, comme Google Cloud, alors là, etc. on est dans le post-humanisme, là, par exemple. Alors, on est dans le post-humanisme, et on voit bien que l'opposition, elle n'est pas entre les bioconservateurs comme Brigitte Bardot qui veut empêcher le mariage gay, et puis il y a des représentants plus éclairés quand même du bioconservatisme. Et puis la procréation médicale assistée, et puis les transhumanistes. C'est plus le débat du moment. Le débat du moment n'est pas entre les bioconservateurs et les transhumanistes. Le débat s'est déplacé entre les transhumanistes qui veulent augmenter notre corps, exactement, et les posthumanistes qui veulent qu'on laisse la place à l'intelligence artificielle parce que le combat est perdu. C'est ce que Larry Page expliquait, c'est pour ça qu'ils se sont fâchés à Elon Musk. Il lui disait, mais c'est pas la peine de se battre. De toute façon, l'intelligence artificielle va nous dépasser. Nous n'avons pas la capacité de suivre la course de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Larry Page a traité Musk de spéciste, c'est-à-dire de raciste contre les ordinateurs, considérant qu'Elon Musk privilégie les cerveaux biologiques, les nôtres, au cerveau artificiel fait de microprocesseurs et fait d'intelligence artificielle. Et ce débat, il est très intéressant. C'est un débat philosophique fondamental, et je trouve dommage que ce débat reste limité entre les milliardaires de la Silicon Valley, les milliardaires de l'intelligence artificielle, et que ce ne soit pas un débat politique qui associe toute la société. Je pense que l'avenir de nos enfants dépend beaucoup de la conclusion de ce débat. Et je regrette que ce débat soit limité aux plus grandes fortunes mondiales, au lieu d'être un débat politique auquel tout le monde participe. Alors, il y a une question aussi qu'on se pose qui est un peu toute bête, mais vous écrivez dans le livre, alors je ne sais plus si la phrase est de vous, mais en gros, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'espèce plus intelligente qui se laisse dominer par une espèce moins intelligente. L'espèce plus intelligente prend toujours le dessus. Mais alors pour le moment, on est encore plus intelligent que l'IA. Jusqu'à présent, on pourrait décider de la détruire. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les cochons d'Inde donner des ordres aux hommes. On n'a pas vu les girafes donner des ordres aux hommes. Ce sont les espèces les plus intelligentes qui gouvernent ou qui détruisent les autres, c'est clair. Et donc, l'arrivée d'une espèce plus intelligente que nous, l'intelligence artificielle, pose un gros problème. D'ailleurs, Geoffrey Hinton, qui est l'inventeur des intelligences artificielles modernes, a dit « Nous rentrons dans une phase très dangereuse, car nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre, derrière l'intelligence artificielle. » Et dans le Financial Times du 19 février 2024, il y a 2-3 mois, Geoffrey Hinton a dit « Je pense qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine la totalité de l'humanité d'ici 2044. » Donc on voit monter une angoisse sur nos relations avec l'intelligence artificielle. Elon Musk a d'ailleurs répondu à cette déclaration de Hinton dans le Financial Times en disant « Je pense que la probabilité que l'IA nous extermine d'ici 2044 est plutôt de 20%. » que de 10%. On serait dans un scénario un peu à la planète des singes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce qui devient plus évoluée que l'autre, et bon, la planète des singes, ils les exterminent Alors ce débat, il n'est pas tranché. Vous avez par exemple le responsable de l'intelligence artificielle chez Facebook, Yann Lequin, le français Yann Lequin, qui était un des meilleurs spécialistes au monde, dit « L'intelligence artificielle va nous dépasser, c'est sûr. On va se rendre compte que l'intelligence humaine est limitée, mais nous rentrons dans un nouveau siècle des Lumières avec des progrès extraordinaires, et l'intelligence artificielle ne sera jamais méchante, elle ne voudra jamais nous exterminer, ce sont des fantasmes, elle va nous dépasser, mais elle restera sous nos ordres. » Donc on voit qu'il y a entre ceux
qui sont convaincus que l'IA est une menace, et puis ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va être supérieure à nous mais débonnaire. Il n'y a pas de consensus. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour l'opinion de se retrouver dans ce débat dans lequel les meilleurs spécialistes au monde sont en désaccord. Et le consensus des spécialistes, il bouge beaucoup. En 2000, le consensus mondial sur la date de dépassement de l'homme par l'intelligence artificielle, c'était 2100. En moyenne, les meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle considéraient que l'IA nous dépasserait en 2100. Aujourd'hui, le consensus est à 8 ans. C'est-à-dire que la moyenne des spécialistes mondiaux considère que l'IA va nous dépasser d'ici 2032. C'est un changement radical qui a d'ailleurs troublé les spécialistes eux-mêmes. Les grands spécialistes comme Bengio ou comme Hinton, dont on parlait tout à l'heure, ont avoué, notamment devant le Congrès américain, qu'ils avaient été stupéfaits de la vitesse à laquelle les choses allaient. Et Bengio, devant le Congrès américain, a dit des choses qu'on imaginait arriver dans 200 ans vont arriver dans une poignée d'années. Donc cette révolution n'a pas été anticipée. On ne s'y est pas préparé. Vous dites qu'en 2035, l'homme pourrait être peut-être pas immortel, mais en tout cas vivre 200, 300 ans. Les gens qui naissent aujourd'hui pourraient bénéficier de tous ces progrès et vivre plus longtemps. Il ne faut pas oublier qu'un gamin qui naît aujourd'hui en 2024 aura 100 ans en 2124. Et être centenaire, ça n'a rien d'extraordinaire dans nos sociétés. Donc, il peut arriver au siècle prochain où les progrès technologiques vont être extraordinaires. Donc, ce n'est pas avec la médecine de 2024 qu'on peut vivre plusieurs siècles, mais avec la médecine de quand les gamins d'aujourd'hui auront 80 ou 100 ans. Et est-ce que y a une question que vous abordez pas dans le livre, c'est le nombre. Alors, je veux bien que le nombre, après, il est résolu si on est dans une vie numérique et qu'il n'y a plus d'enveloppe corporelle, mais si on reste dans une perspective transhumaniste avec des corps, comment déjà on dit que la Terre est surpeuplée, comment est-ce qu'on fait? La régulation, elle se fait très simplement. Dans la plupart des pays, la population commence à décroître. En Corée du Sud, les femmes font 0,7 enfants par femme. Ça veut dire que chaque génération, la population est divisée par 3. Oui, mais au Niger, elle devait en faire 8 oui, ou 9. Mais j'ai pas dit que c'était généralisé. J'ai dit que dans beaucoup de pays, la population commence à décroître. Au Brésil, elle va décroître. En Turquie, elle va décroître. Au Vietnam, elle va décroître. En Europe, elle est en train, si on retire l'immigration, la population est en train de s'effondrer. On est presque à un enfant par femme en Espagne et en Italie. Ce qui signifie une division par 2 de la population à chaque génération, si on retire l'immigration. Donc, en Chine, même en Chine, la population va être divisée par 2. Alors il reste 2 endroits où la population explose, l'Afrique noire et l'Inde. Mais ce sont les 2 seules zones géographiques un peu importantes où la population continue à monter. En France, hors immigration, la population a commencé à s'effondrer, à collapser. Donc on est, à mon avis, plus en danger d'un effondrement démographique que d'une explosion démographique, même si la population d'Afrique noire et d'Inde va continuer à monter pendant encore quelques décennies. Et il y a une autre question moi, que je me pose quand je vous lis, c'est on peut s'empêcher peut-être de mourir ou retarder énormément, mais est-ce qu'on peut s'empêcher aussi de grandir? Est-ce qu'on peut fixer son âge? Est-ce qu'on peut décider de se dire, bon bah voilà, moi je veux vivre à 25 ans ou à 4 ans, mais alors à 4 ans, on serait peut-être pas capable de dire qu'on voudrait vivre jusqu'à 4 ans. Mais... Alors, jusqu'où peut aller la manipulation du vivant, nous ne le savons pas et à quel rythme. Est-ce qu'on peut tout autoriser? Est-ce qu'on doit laisser chaque individu libre de faire ce qu'il veut de son corps? La réponse n'est pas simple. Aux États-Unis, l'opinion médicale a été un peu émue par une femme qui souhaitait être aveugle parce qu'elle considérait que c'était mieux d'être aveugle. Elle s'est crevé les yeux. Est-ce qu'il faut autoriser? C'est un exemple extrême, bien sûr. Est-ce qu'il faut autoriser ça ou est-ce qu'il faut considérer que les gens ne sont pas propriétaires de leur corps et que nous pouvons limiter ce qu'ils font de leur corps? Bah là, quelqu'un qui veut être aveugle, à la limite, il est propriétaire il fait de mal à personne en voulant... Oui, enfin, la sécurité sociale va quand même le prendre en charge au prix de... Aux États-Unis, pas beaucoup, quand même. Si, contrairement à ce qu'on pense, les dépenses publiques de santé, elles sont plus importantes. Plus de 40% des dépenses de santé sont prises en charge par les États et l'État fédéral aux États-Unis.
Mais bon, donc sur cette question cela pose sur la propriété de notre propre corps, on peut aussi aller plus loin et parler évidemment de la procréation médicalement assistée, de la GPA, qui selon vous sont déjà complètement has-been, puisque... Non. Ce que je fais remarquer, c'est que déjà en France, un enfant sur 30 est fabriqué en éprouvette. C'est-à-dire c'est quelque chose de très important. La technique de la un FIV. gamin sur 3% des gamins sont déjà fabriqués en éprouvette, par PMA en France. Et ce taux ne cesse de monter. Et vous avez d'ailleurs des gens comme Elon Musk qui fait ses bébés avec de la PMA, en éprouvette et avec GPA. C'est-à-dire Elon Musk veut que ces femmes travaillent. Et pour qu'elles puissent travailler et continuer leur boulot, il fait des GPA. Surtout que sa femme a une très grosse société. Après une femme, c'est la responsable de Neuralink, la société qui est destinée à mettre des implants dans le cerveau de nos enfants. Donc vous voyez, Elon Musk montre un peu ce chemin qui va encore évoluer parce que l'utérus artificiel va arriver. La GPA n'est qu'une étape. En réalité, dans 20 à 30 ans, l'utérus artificiel sera là. Ou plusieurs parents, ou aucun parent. Ou aucun parent avec des enfants produits en éprouvette. Il y a même un projet à Harvard, à l'initiative du patron de la génétique à Harvard, qui est Church, de faire des bébés complètement avec un génome totalement artificiel, qui serait produit finalement sans lignée, sans avoir de papa et de maman, avec un ADN construit intégralement dans des usines biologiques robotiques. Ça rappelle la science-fiction et ça pose plein de problèmes éthiques qu'on commence à peine à entrevoir. Alors, tous ces changements, tous ces bouleversements sur la sexualité, enfin là, en l'occurrence plus la reproduction, le fait qu'on puisse vivre pendant des siècles. Alors, évidemment, vous, ça vous fascine, ça vous intéresse, sinon vous y consacreriez pas votre temps et vous écririez pas des livres là-dessus. Mais on sent alors à la fois une gourmandise et... Pourtant, à la fin de votre livre, vous dites « Je ne suis pas transhumaniste, donc je ne suis même pas transhumaniste, alors évidemment encore moins post-humaniste. Alors vous êtes quoi? Vous êtes bioconservateur finalement, mais vous êtes amusé par Je suis amusé par le spectacle du monde et par la révolution technologique. Personne ne sait ce que je pense. Personne ne sait où je me situe. Je ne donne jamais mon opinion personnelle dans mes livres. Je décris des situations... Alors vous dites quand même que vous n'êtes pas transhumaniste. Je décris des rapports de force. Je décris finalement l'histoire technologique incroyable qui est en train de se dérouler sans prendre parti. En fait, j'ouvre le débat. Mon opinion, en fait, n'a pas beaucoup d'intérêt et je ne souhaite pas l'imposer à mes lecteurs. Parfois, on la sent quand même transparaître parce que, par exemple, dans le livre, à un moment, vous dites, finalement, vous comparez le fait que l'homme devienne l'homme 1.0 est mort et devienne l'homme 2.0, l'homme augmenté, voire l'homme numérique. Et vous dites, finalement, la chenille devient bien un papillon. Donc là, c'est quand même... Je pense qu'il est inévitable que pour rester dans la course, on fusionne au moins partiellement avec l'intelligence artificielle et qu'on s'équipe de prothèses. Je ne vois pas comment on pourrait résister face à l'intelligence artificielle. Je vais juste vous donner un exemple. Avec mon ami l'économiste Olivier Babot, on a, il n'y a pas très longtemps, écrit un article dans le Figaro. Les robots ouvriers vont avoir l'intelligence d'un polytechnicien. Comment fait-on pour que les ouvriers soient compétitifs face à des robots ouvriers qui vont bosser jour et nuit, qui vont coûter rien et vont avoir l'intelligence d'un polytechnicien? Comment fait-on? Comment organise-t-on ça? Comment la fusion de la robotique et de l'intelligence artificielle ne conduit pas à une gilet jaunisation avec plein de gens qui sortent du marché du travail parce qu'ils sont moins intelligents que les robots hyper intelligents qui vont arriver dans les années qui viennent. On imaginait jadis des robots cons qui font des tâches bêtes, qui vissent une vis, qui tapent avec un marteau sur des trucs très standardisés. En réalité, avec l'intelligence artificielle, on a maintenant des robots super intelligents, meilleurs que moi en médecine, meilleurs en ingénierie qu'un très bon ingénieur. Meilleur qu'un journaliste pour écrire un article. Etc. Donc, le problème de notre compétitivité face à l'intelligence artificielle est augmentée par le fait qu'on a en réalité deux vagues technologiques simultanées qui sont en train de fusionner. La vague de la robotique avec l'arrivée de robots humanoïdes pas chers du tout, et puis la vague de l'intelligence artificielle. Elon Musk vient de déclarer qu'il estime que dans 15 ans, il y aura 1 milliard de robots humanoïdes sur Terre,
avec une disparition de pans entiers du travail manuel. Et Marc Andreessen, qui est l'un des grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs un des gros actionnaires de la pépite française Mistral d'intelligence artificielle, a déclaré que le travail domestique va disparaître et que nous allons chacun avoir des robots dans nos maisons, dans nos appartements, et que ça va libérer beaucoup de temps parce que le travail domestique prend du temps. On va plus s'occuper de faire la vaisselle, les lits, etc. Ça va être fait par des robots intelligents et que ça va nous permettre pendant ce temps-là de nous cultiver pour rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Vous dites aussi que dans ces conditions-là, les politiques d'immigration sont une aberration, puisqu'il faudrait faire rentrer dans le pays uniquement des cerveaux qualifiés et pas des travailleurs non qualifiés qui vont devenir obsolètes. Mais bon, si on pouvait maîtriser nos flux d'immigration et faire une immigration choisie, ça se saurait quand même depuis longtemps. C'est sûr, mais c'est vrai qu'à l'ère de la super intelligence artificielle qui se profile dans pas longtemps, de faire rentrer sur le territoire des travailleurs non qualifiés qui ne pourront pas travailler face aux robots hyper intelligents du futur, c'est un gros problème. Vous dites que ça crée carrément les conditions d'une révolte, selon vous, parce que vous parlez des gilets jaunes, mais vous dites aussi qu'il y a un risque, qu'à un moment, et vous n'êtes pas le seul à le dire, qu'il y a un conflit entre les êtres humains qui veulent s'augmenter et les autres qui ou peuvent pas ou veulent pas, et qui sont à un moment de l'histoire peut-être plus nombreux, et ça pourrait inverser l'évolution de l'intelligence artificielle. D'autant que beaucoup de gens dans la Silicon Valley pensent que l'augmentation cérébrale augmentera davantage les gens déjà intelligents que les gens pas très intelligents. Donc le risque que les technologies comme celle Neuralink d'Elon Musk augmente encore l'écart intellectuel entre les plus intelligents, les plus innovants et les autres est possible. Ce serait une catastrophe. C'est pour ça que moi je propose que la sécurité sociale rembourse les technologies d'augmentation cérébrale quand elles seront au point et que les gens les moins innovants et les moins intelligents soient prioritaires de manière à éviter qu'on augmente d'abord les gens les plus intelligents en augmentant l'écart entre les gens qui ont plus de difficultés à s'insérer dans le monde très complexe qui vient et puis les gens plus innovants qui ont plus de facilité intellectuelle. Aujourd'hui, on est quand même encore dans un monde, même si on sort de la France, très imprégné par les trois grandes religions monothéistes, un monde où on envisage une vie éternelle, mais après la mort, pas avant. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y ait une majorité d'êtres humains aujourd'hui qui souhaitent abolir la mort? Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas toujours... Non, mais les gens n'y ont pas réfléchi. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont une espérance messianique, transcendantale, et qui pensent qu'en fait, le problème n'est pas la poursuite de notre corps, mais c'est de fusionner avec un Dieu, avec une entité transcendantale. Donc, en réalité, l'idée que tuer la mort est important, c'est une idée qui est surtout celle des gens athées. Les gens qui croient en Dieu sont parfois même pressés de rejoindre leur Seigneur, quel que soit leur Seigneur. Alors, en tant qu'athée, personnellement, j'attache un petit peu d'importance à la mort de la mort, et puisque je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas que je vais devenir immortel auprès de la transcendance. Mais je comprends que les gens croyants soient moins intéressés, moins interpellés par la mort de la mort que les gens qui croient. Alors, dans des pays comme la France, où il y a une part significative de gens athées, le sujet intéresse. Mais dans des pays où l'immense majorité de la population est croyante ou très croyante, la mort de la mort n'est pas un enjeu. Alors pourtant, vous citez de nombreuses reprises dans votre livre Luc Ferry, qui est athée aussi, il me semble. Et lui, il dit moi, en fait, ça m'ennuie profondément, cette histoire l'immortalité numérique. Mais lui, il veut bien vivre 1000 ans avec un corps biologique. Oui. Il veut pas vivre 1 million d'années dans un microprocesseur. C'est différent, il n'est pas post-humaniste. Mais il aimerait bien avoir un corps biologique rajeuni, éternel. D'ailleurs, il a écrit pas mal de papiers, notamment dans le Figaro, sur le problème de l'immortalité. Mais comme on est sur une radio communautaire, je pense qu'il y a une responsabilité particulière de la communauté sur ces sujets-là. Une très grosse partie des meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle sont juifs ou d'origine juive.
Donc la communauté a une responsabilité singulière, particulière, parce que la technologie qui est en train de structurer l'avenir de l'humanité... Après, juif, mais peut-être pas croyant. Non, mais elle est issue de la communauté. L'homme le plus en avance en matière d'intelligence artificielle, c'est Sam Altman, qui est juif. Mark Zuckerberg, qui est l'un des hommes qui dépense le plus pour l'intelligence artificielle sur Terre. Il a un programme d'investissement sur l'IA de 100 milliards. Il est juif. Les dirigeants de Google sont d'origine russe juive. Sergey Brin, et ils sont, Sergey Brin et Larry Page, sont tous les deux des origines ashkénazes. Et ils investissent 100 milliards sur l'intelligence artificielle. On pourrait multiplier les exemples. C'est vrai que ce mouvement de l'intelligence artificielle, il est très largement structuré par la communauté juive mondiale et donc c'est pour ça que je pense que la communauté a intérêt à réfléchir à ces sujets-là parce qu'elle est quand même l'une des causes importantes de l'explosion des capacités de l'intelligence artificielle. Homo Deus est en train d'être créé par la communauté juive dans une large mesure. Il y a une autre chose à laquelle il faut réfléchir, c'est en quoi est-ce que ça va bouleverser notre humanité, ne serait-ce que par la différence d'âge. Un homme de 80 ans n'est pas le même homme qu'un homme de 20 ans. Alors on peut se dire qu'un homme de 300, qu'est-ce que ce sera et comment est-ce qu'on va muter? Comment est-ce qu'on va changer? Vous avez l'air de penser que potentiellement, ça peut être pour le mieux. Les sociétés sont en général résilientes. Hein, il y a eu plein de modifications technologiques et la société les a gérées, les a managées. Oppenheimer, quand il a créé la bombe atomique, était paniqué, imaginait qu'on allait généraliser la guerre nucléaire très très vite. La bombe atomique n'a jamais été utilisée. La collectivité à l'échelle mondiale a réussi à gérer la prolifération et la non-utilisation de l'arme atomique, même si les arsenaux n'ont pas été détruits. Mais l'arme atomique est utilisée plus comme une arme de dissuasion, comme une arme offensive. On peut imaginer que finalement les gens inquiets aient tort, comme Robert Oppenheimer a eu tort sur la bombe atomique. Alors, il nous reste 2 minutes. Très rapidement, une dernière question sur le devenir de l'État avec les intelligences artificielles. Asma Mala a écrit un ouvrage récemment, Comment la technologie fait de nous des soldats, et elle dit que finalement, l'avenir des États, s'ils veulent justement survivre, c'est de s'allier avec ces GAFAM et de former des big states. Vous pensez que c'est la meilleure manière de réguler? Les relations entre les États et les milliardaires de l'intelligence artificielle sont cruciales, puisque le futur est en train d'être inventé davantage par les milliardaires qui possèdent l'intelligence artificielle que par les États. Donc les États doivent travailler main dans la main pour réguler l'intelligence artificielle avec les milliardaires qui sont en train de construire l'intelligence artificielle. Les dirigeants de Google, d'Apple, de Facebook, d'Amazon, de Nvidia, de Microsoft, de Tesla. Donc je pense que cet essayiste a tout à fait raison d'engager ce dialogue entre les gens qui ont le pouvoir politique et les gens qui construisent ce futur centré sur l'intelligence artificielle qu'on est en train de voir éclore. Merci beaucoup, Laurent Alexandre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je rappelle que votre dernier livre est sorti le mois dernier chez JC Lattès. ChatGPT va nous rendre immortels. Excellente soirée à vous. À très bientôt. Merci.